Après la traque contre la milice extrémiste Al-Shabaab chassée de la capitale Mogadiscio, le nouveau président somalien se lance un nouveau défi. 2 ans pour vaincre la secte islamiste. Au Burundi, le gouvernement et l'Union européenne peinent toujours à s'accorder sur le type de dialogue de sortie de crise. Alors que l'UE appelle à un dialogue inclusif, le régime rejette tout dialogue avec l'opposition en exil. En Tunisie, l'armée protégera dorénavant les sites de production des mouvements sociaux susceptibles d'empêcher leur exploitation. La nouvelle mesure est du président tunisien Béji Caïd Essebsi. En Somalie, le nouveau président Mohamed Abdullahi Farmajo a indiqué sa volonté de vaincre la milice islamiste Al-Shabaab dans les 2 prochaines années. Nous allons engager, dynamiser et mobiliser notre peuple pour faire face à Al-Shabaab et au terrorisme, a déclaré le chef de l'État. Nous ferons tout pour qu'Al-Shabaab ne reste pas un problème pour la Somalie et le reste du monde, a-t-il promis. Pour rappel, les militants de la milice extrémiste ont été récemment chassés de la capitale Mogadiscio. Mais ils contrôlent encore de vastes régions du pays et organisent fréquemment des attaques contre les institutions de l'État. Le président Farmajo a affirmé que la lutte contre le terrorisme est l'un des 3 objectifs de son mandat à la présidence. L'élimination de la corruption et l'atténuation de la pauvreté font aussi partie des objectifs qu'il s'est fixés. Au Tchad, 9 militaires camerounais du groupe d'intervention rapide et 2 civils ont été arrêtés par l'armée tchadienne dans la région de Mayo-Kébiest, frontalière avec le Cameroun et située à près de 300 km au sud de N'Djamena, la capitale. La patrouille camerounaise avait pris en chasse 4 hommes qui s'étaient emparés d'un troupeau de 26 bœufs. À la poursuite des voleurs de bétail, elle a franchi la frontière non matérialisée. Les forces tchadiennes se seraient par la suite lancées à sa trousse. La course-poursuite s'est par la suite terminée par l'arrestation des Camerounais sans résistance aucune. Selon N'Djamena, les militaires camerounais étaient armés de fusils d'assaut de fabrication française FAMAS à bord d'un pick-up monté d'une mitrailleuse. Mais des sources camerounaises ayant requis l'anonymat laissent entendre que les militaires camerounais n'étaient qu'à 2 km de la frontière camerounaise portant des fusils d'assaut de fabrication israélienne Galil. Pour éviter que la situation ne s'envenime, l'option diplomatique a finalement été utilisée par les 2 parties pour la libération des 9 infortunés. Il n'y a rien de nouveau qui va se passer. On ne donne aucune chance, aucun espoir à ce gouvernement qui vient de sortir parce que ça sera toujours des mêmes histoires. Avec ce gouvernement, on ira où? Est-ce que vous êtes sûr qu'on doit organiser les élections? Il n'y a rien de nouveau. On a vu une équipe vraiment musclée, mais il y a des défis majeurs à relever. Reste les sociales du Congolais, donc ils auront vraiment du pain sur la planche. Mais bon, restons optimistes. Ce n'est pas un problème de gouvernement, qu'il soit ceci ou cela, composé de qui que ce soit, mais le problème c'est de l'adhésion interne. Est-ce que les gens se retrouvent dans ces gouvernements? Est-ce que le partenaire se retrouve dans ces gouvernements? Ce sont les questions qu'il faut se poser parce que c'est à partir de ces moments que nous pouvons maintenant espérer des solutions idoines aux problèmes qui se posent au pays. Le vice-président chinois Li Yuanchao est arrivé à Bujumbura, capitale du Burundi, ce mercredi. Et pour 3 jours, une venue qualifiée d'historique par le ministre burundais des Relations extérieures. Visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, entre autres, des consensus importants dégagés entre les chefs d'État des 2 pays et les acquis du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Johannesburg en décembre 2015. Le vice-président sera reçu par le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, et il aura également un entretien amical avec le premier vice-président de la République, Gaston Sindiwo, et le 2e vice-président, Joseph Boutoré. L'hôte visitera également des chantiers en cours conduits par les Chinois, comme le site du futur palais présidentiel au nord de la capitale Bujumbura et certaines infrastructures déjà construites dans le cadre de la coopération
sino-burundaises comme le nouveau building abritant le ministère des Finances, du Budget et de la Planification et du Développement au centre-ville, ainsi que les bâtiments abritant l'école professionnelle technique de Kigobe. La Chine compte désormais parmi les partenaires de premier plan du Burundi, notamment dans les instances internationales telles que le Conseil de sécurité de l'ONU. Bujumbura demande une nouvelle fois la levée des sanctions européennes. C'était à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'Union européenne, premier bailleur de fonds du pays. En effet, depuis avril 2015, le Burundi traverse une crise politique qui a déjà fait entre 500 et 2000 morts selon l'ONU et les ONG et poussé plus de 400 000 Burundais à l'exil. Une situation causée par la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Le processus de sortie de crise étant en panne, l'Union européenne a pris des sanctions financières contre le gouvernement qui rejette tout dialogue inclusif. Mais le gouvernement assure depuis des mois que la paix et la sécurité sont revenues dans le pays. Malgré cela, l'Union européenne continue d'exiger du pouvoir burundais qu'il accepte de discuter avec son opposition en exil avant une relance graduelle de la coopération. Des migrants ont tenté de passer en force une nouvelle fois l'une des deux seules frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique, la barrière qui sépare le Maroc du territoire espagnol de Melilla. Une centaine d'entre eux est désormais en Espagne, mais les migrants étaient 3 fois plus nombreux ce mardi lorsqu'ils se sont approchés de la barrière. Il était 7 h du matin et cette fois-ci, raconte la presse espagnole, les migrants avaient choisi de forcer la frontière en se séparant en différents groupes pour multiplier leurs chances et pour que l'attention des policiers ne se concentre pas au même endroit. Ils avaient également pris des pierres qu'ils ont lancées sur la garde civile espagnole et de grands crochets pour escalader le grillage plus facilement. 2 barrières de 6 mètres de haut surmontées par des barbelés et lames tranchantes. Un passage en force qui a fait des blessés, 3 policiers et de nombreux migrants pris en charge par la Croix-Rouge espagnole sans aucun cas grave. Cela fait plusieurs mois qu'il n'y avait pas eu de tentative de ce genre à Melilla. En revanche, à 400 km à l'ouest, plus de 850 personnes ont forcé la frontière de l'autre côté espagnol, Ceuta, depuis le début de l'année. Les autorités espagnoles ont décidé de répondre en augmentant le nombre de policiers le long de la barrière des 2 territoires. Plus de mouvements sociaux possibles sur les lieux de production. Devant un parterre de personnalités, notamment politiques, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a déploré les préjudices causés à la nation à travers certains choix opérés par des travailleurs mécontents. Toute personne voulant manifester, manifeste dans le cadre de la loi. On a quoi? On a le phosphate, un peu de gaz, du pétrole, du tourisme. On a l'agriculture, on a l'huile d'olive et les dates. Mais si tu veux manifester et que la première chose que tu fais, c'est de stopper la production de tout le peuple tunisien, où allons-nous? Béji Caïd Essebsi s'engage alors à mettre l'armée à contribution pour empêcher que les centres de production continuent d'être assaillis par des manifestants en courroux pour quelque raison que ce soit. L'armée tunisienne protégera dorénavant les sites de production. Nous savons que c'est une décision grave, mais qui doit être prise? La démocratie, sa condition, c'est l'état de droit. L'actuel gouvernement d'union de Youssef Chahed, à l'image de ses prédécesseurs, est confronté à une grogne sociale croissante, en particulier dans les régions de l'intérieur du pays, dont celle de Tataouine au sud. Les mouvements sociaux prennent régulièrement l'allure de sit-in, bloquant des routes et les accès à certains sites de production. Je jure solennellement devant le peuple d'exécuter loyalement les devoirs du président. En Corée du Sud, le tout nouveau président a prêté serment mercredi. Moon Jae-in s'est immédiatement dit disposé à se rendre en Corée du Nord dans un contexte tendu avec ce pays doté de l'arme nucléaire.
À 64 ans et ancien avocat spécialiste de la défense des droits de l'homme, le nouveau président se dit favorable à une forme de dialogue avec Pyongyang pour parvenir à la paix. Moon affronte une tâche diplomatique délicate face à une Corée du Nord qui rêve de mettre au point un missile capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain et qui a placé Séoul à portée de sa vaste artillerie. Le président chinois Xi Jinping a félicité quant à lui le nouveau président sud-coréen et s'est engagé à consolider la confiance mutuelle et à correctement traiter les divergences avec Séoul. Le président Xi a envoyé un message à Moon Jae-in pour lui dire que la Chine accorde une grande importance à sa relation avec la Corée du Sud et voudrait travailler ensemble avec la Corée du Sud pour conserver les fruits des relations bilatérales, consolider la confiance mutuelle et traiter correctement les divergences, pour développer la coordination et la coopération et faire progresser de façon stable les relations bilatérales fondées sur une compréhension et un respect mutuel. La Chine a adopté ces derniers mois une série de mesures contre la Corée du Sud, apparemment en représailles au déploiement du bouclier antimissile THAAD. De nouveaux affrontements ont éclaté ce mercredi au Venezuela, dans la province de Táchira, entre opposants au gouvernement du président socialiste Nicolás Maduro et policiers. Le parquet a annoncé en soirée qu'un manifestant de 27 ans avait été tué ce mercredi à Caracas. Un chauffeur de mototaxi blessé lundi par balle à la tête est également décédé de même source. Ces deux morts portent à 38 le bilan des violences depuis début avril lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, de pillages survenus en marge des mobilisations ou de fusillades. Presque tous les jours depuis le 1er avril, des milliers de Vénézuéliens défilent dans tout le pays pour exiger des élections générales anticipées afin de faire partir le président Maduro, élu jusqu'en 2019, dont il rejette aussi le projet de modifier la Constitution. La procureure générale du Venezuela a d'ailleurs dénoncé le recours aux tribunaux militaires à l'encontre des civils arrêtés. La Constitution garantit le procès des civils devant la juridiction ordinaire, ont rappelé ses services dans un communiqué. Luisa Ortega apparaît comme la seule voix discordante au sein du camp présidentiel. Elle s'était élevée contre la décision fin mars de la Cour suprême, réputée proche du chef de l'État, de s'octroyer brièvement les pouvoirs du Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Cette manœuvre avait été l'étincelle déclenchant la vague de manifestations et de violences pour obtenir le départ du président Nicolás Maduro.